venez de publier chez Numérilivre Le Second Surveillant. Et cet ouvrage fait partie d'une collection que vous dirigez. Alors j'aimerais que vous nous disiez un petit peu quels sont les objectifs de cette collection. Ah bah, ils sont très simples en fait. Si on part d'une loge symbolique, on sait qu'il y a un certain nombre d'officiers qui dirigent la loge, qui la rendent juste et parfaite, etc. On connaît bien l'expression. Et le but de cette collection, c'est pour chacun des livres qui vont soit être dirigés sur un officier ou un office, on va dire, ou bien un ensemble d'offices pour les offices qui ont moins de responsabilités, eh bien, c'est de donner un guide pratique, un manuel pratique. Alors, il ne s'agit pas de décrire la symbolique, ni de la fonction, ni du bijou, ni de la place dans la loge. Il y a d'autres livres pour ça qui sont d'ailleurs très bien et que je cite en bibliographie pour certains, mais c'est vraiment un manuel pratique. Et je me suis mis, et j'ai mis les auteurs de la collection dans la situation où, voilà, vous êtes un vieux franc-maçon ou une vieille franc-maçonne, hein, la loge vient de voter pour son nouveau collège. Il se trouve que le second surveillant est un frère peut-être un petit peu moins expérimenté que vous et qui n'a jamais eu de fonction de ce type-là dans la loge. Il sait que c'est une fonction importante, le second surveillant, on va y revenir. Et quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Vous avez déjà animé des comités d'apprentis, vous avez déjà, pour le premier surveillant, organisé des voyages de compagnons, vous savez comment se gère la parole dans la loge, faire régler la discipline, hein, le silence, etc. Et quels sont les conseils qu'on peut donner finalement à un jeune maître, une jeune maîtresse pour prendre cette fonction? Et puis quels sont surtout, quand on s'interroge au comité d'apprentis, quels sont les pièges dans lesquels il faut mieux ne pas tomber, d'abord en avoir connaissance et éviter de tomber dans ces pièges-là. Alors puisqu'on parle des pièges, ça me fait penser à une originalité que j'ai trouvée extraordinaire de cet ouvrage et donc probablement de cette collection, c'est que vous avez créé plusieurs niveaux de lecture en utilisant des pictos. Alors, il faudrait que nous en disiez un petit peu plus sur ces pictos. Je me suis inspiré d'une certaine philosophie de la franc-maçonnerie pour les nuls et en général de toute la collection pour les nuls où il y a ces pictos qui sont décrits en début du bouquin et qui permettent au lecteur en le feuilletant d'aller s'intéresser directement à un aspect pratique, un aspect historique pour l'aspect franc-maçonnerie pour les nuls, ce qui n'est pas le cas dans ce livre-là. Et puis, comme vous dites, des pièges, hein, je crois que c'est un petit bonhomme qui glisse sur une peau de banane. Attention à ne pas tomber dans ces pièges-là. Donc, on peut feuilleter le livre et je crois que la mise en page, elle est, on va dire, elle est moderne dans le sens où elle n'est pas une mise en page classique avec des têtes de paragraphes et puis un concord de textes. Les textes sont assez courts. Il y a aussi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est les encadrés. Parce que souvent, quand on feuillette un livre, eh bien, on n'a pas envie de tout lire. Alors, on va s'arrêter sur un encadré qui sont soit des anecdotes, soit des éléments de texte qui ont un rapport avec le texte du bouquin, mais qui ont pas vraiment, qui sont un peu à côté, on va dire, hein, et qui mettent aussi l'accent sur des points importants très souvent dans les encadrés. La question suivante, c'est finalement, quels sont, vous avez un peu structuré les missions du second surveillant entre Oui, d'un côté ses missions par rapport aux apprentis et ses missions par rapport à l'atelier. Alors par rapport aux c'est ça. apprentis, est-ce que c'est plutôt un professeur ou un éveilleur? Évidemment, c'est plutôt un éveilleur, hein, on le sait tous. Enfin, en tout cas, quand on a été second surveillant, on a essayé justement d'éveiller chez les apprentis à la fois la curiosité. Alors, ils en ont, puisqu'ils viennent chez nous, ils ont déjà cette fibre de curiosité. C'est surtout pas un professeur, et ça, justement, c'est un des pièges dans lequel on risque de tomber quand on est second surveillant. Souvent, on a un maître expérimenté, on a fait le tour, entre guillemets, du premier degré, et on a envie de transmettre la connaissance qu'on a acquise en étudiant les symboles. Alors, ce n'est pas du tout le cas du second surveillant. Il doit au contraire peut-être presque jouer un petit peu allez, on va dire l'idiot ou l'ignorant en essayant d'insuffler aux jeunes apprentis, jeunes dans l'âge symbolique bien sûr, justement ce questionnement qui est quand même très important pour les apprentis. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, si on a un comité composé de plusieurs apprentis, c'est aussi de créer un groupe cohérent, parce qu'on sait que les apprentis vont, sauf accident de parcours, devenir compagnons ensemble, puis maîtres ensemble, et c'est eux qui formeront le prochain collège enfin, pas prochain, disons, les collèges dans les années à venir. Donc c'est important aussi de créer cette cohésion de groupe. L'autre volet, l'autre, je dirais, objectif du second surveillant, c'est par rapport à l'atelier. Alors par rapport à l'atelier, est-ce que c'est moi, je me pose la question de savoir si ce poste de second surveillant, c'est pas un des plus importants, en ce sens que on peut se poser la question, est-ce que c'est un maillet bras droit du chef
ou c'est quelqu'un qui est fabricant pour l'avenir de la loge? Je dirais que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce qu'on sait que s'il y a une défaillance du Véné, c'est vénérable maître, c'est le premier surveillant qui prend la suite. Ça, c'est la tradition. Je crois que c'est écrit dans les règlements généraux. On peut y déroger s'il y a un maître plus ancien qui se sent plus à l'aise, peu importe. Mais le second surveillant, il est aussi le bras droit, alors peut-être le bras gauche, je ne sais pas. En tout cas, il est l'un des bras de Shiva, qui est maître de la loge, parce qu'il faut faire beaucoup de choses quand on est vénérable. Et en particulier, bah, évidemment, dans les tenues et encore plus dans les cérémonies, il a un rôle essentiel, hein, puisque c'est lui qui gère la prise de parole de sa colonne, donc la colonne des apprentis. C'est lui qui surveille aussi. Il a la capacité, avec son maillet, de couper la parole, de dire stop mon frère ou stop ma sœur, tu as dépassé les bornes, tu as pris la parole deux fois, etc. Chose qu'on fait rarement en loge, il faut bien reconnaître, mais ça peut arriver. C'est une prérogative qu'on a en tant que surveillant. Donc, il y a vraiment un rôle de surveillant à la fois de la loge et en même temps, comme vous dites, Jacques, c'est un poste très important. Je pense que c'est vraiment fondamental. C'est lui qui reçoit bah, évidemment les apprentis de l'année dernière s'ils durent 2 ans dans la loge, par exemple, et c'est lui qui a en charge de créer justement cet avenir. Il a l'avenir de la loge dans les mains, puisqu'on sait très bien que, bien sûr, il peut y avoir des affiliés qui arrivent dans la loge, mais c'est quand même les apprentis qui seront nés dans cette loge qui demain formeront le nouveau collège. Donc c'est vraiment fondamental parce qu'on sait que chaque loge a, comment dire, a une image, a une essence personnelle. On a des loges qui sont très symboliques, des loges très spiritualistes, des loges plus sociétales, et c'est ça, c'est tout cet esprit-là. Donc c'est important, je trouve. Encore une fois, c'est peut-être dans l'absolu, d'avoir un second surveillant qui soit né dans la loge. Après, évidemment, on compose avec les frères et les sœurs qu'on a, entre guillemets, sous la main. Et puis, encore une fois, il faut avoir un peu d'expérience. Et j'écris aussi dans le livre que j'ai remarqué plusieurs fois, en assistant à des comités d'apprentis en tant que maître recevant des apprentis, un comité chez moi, que certains surveillants donne un sujet ou plusieurs sujets, les apprentis lisent leur texte, il y a un débat et à la fin, lui, il ouvre son carnet. J'ai vu de temps en temps, peut-être souvent même, on va dire, dans les comités d'apprentis, des surveillants qui, à la fin du comité, donnent leur interprétation du symbole ou de la question posée aux apprentis de ce jour. Et évidemment, pour les apprentis, la parole du surveillant, du vieux maître expérimenté ou de la vieille maîtresse expérimentée, ils vont, évidemment, comme vous faites le geste, ils vont noter tout ce qu'il a dit en disant c'est la bonne parole, c'est ça qu'il fallait dire, on l'a pas dit. Eh bien non, évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire. On peut évidemment rectifier la parole des apprentis quand ils sortent du lot, soit parce que ils récitent en fait des choses apprises sur Internet ou dans les bouquins. Mais il faut en permanence les forcer à réfléchir par eux-mêmes, et à écouter les autres pour pouvoir justement échanger et que le comité soit vraiment un peu comme une tenue finalement, où on ressort un peu plus riche que quand on est arrivé. Et pas donner son avis en disant moi je sais, vous savez pas et bientôt vous saurez. Et surtout pas ne dire attention, ça c'est pas de ton degré, tu verras plus tard. Et ça, je l'ai vu souvent, quel que soit le degré, mais en particulier pour les apprentis, c'est plus facile puisqu'ils savent rien. Donc, c'est encore plus facile à faire. Donc, c'est un piège qu'il faut éviter. On n'est pas des professeurs, on n'est pas non plus des gourous, hein, puisque on peut aussi avoir une personnalité un peu forte, un peu charismatique, qui fait que les apprentis vont se tourner vers nous comme étant allez, la lumière qui émane notre savoir. On n'est pas des gourous, on n'est pas des psys non plus. Hein. Donc tout ça, tous ces pièges sont listés dans le livre en essayant de donner quelques pistes pour éviter justement de tomber dans ces pièges. Parce que être gourou, c'est un piège évidemment pour les apprentis de trouver un gourou dans le second surveillant, mais c'est surtout un piège pour le premier surveillant qui d'un seul coup se retrouve dans une position on va pas dire directeur de conscience, mais en tout cas de gourou. Ça flatte notre ego aussi, hein, de se sentir écouté par des petits jeunes qui n'ont pas forcément la même réplique que les vieux maîtres de notre loge. Donc il faut Ok. faire attention à tout ça, c'est vraiment important. Parlons un peu des responsabilités du second surveillant par rapport à la tenue et par rapport à l'atelier. Oui, 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 il y a une responsabilité. Déjà, il dirige la loge, il déclare, hein, comme on dit dans notre tenue, il dirige la loge avec le vénérable maître et le premier surveillant. Hein, on parle de donner la parole. Mais il a aussi la responsabilité de montrer à la loge que les apprentis savent exécuter les pas, savent exécuter le signe d'ordre, savent s'adresser, par exemple, dans les bons termes au vénérable ou à la loge, si tant est qu'ils aient la parole pour donc le faire. Et très souvent, on a remarqué, hein, tous dans nos loges symboliques, quand un apprenti
vient lire sa planche d'augmentation de salaire. Quelquefois, certains maîtres l'ont pas vu beaucoup parce qu'ils étaient eux-mêmes absents, ils ne savent pas, et ils voient arriver un frère qui fait mal son signe d'ordre ou son pas, etc. C'est valable pour les compagnons, bien sûr. Donc ça donne une mauvaise image. Donc dans ce livre, j'explique aussi qu'il faut en permanence faire répéter les gestes, faire répéter les signes, faire répéter les demandes les questions d'ordre, hein, les questions de quel âge avez-vous, êtes-vous franc-maçon, etc., etc. Et si on peut le faire dans la loge, parce que peut-être le comité se passe à côté, ben c'est encore mieux on sera vraiment en situation. Et pour le second surveillant, comme tous les officiers de la loge, j'insiste beaucoup sur le fait que évidemment, on ne va pas apprendre le rituel par cœur puisqu'on n'est pas dans une loge de type anglo-saxon, mais si on peut apprendre quand même un certain nombre de paroles par cœur, et en particulier pour les cérémonies, et si on peut le mettre le ton, et si on peut le répéter chez soi à haute voix et debout et non pas assis en le lisant à notre tête, ben ça, c'est quand même très profitable pour tout le monde. Eh bien, Philippe Bellamour, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui est un véritable outil pratico-pratique, qui met Merci. l'accent sur les responsabilités et sur les petits détails, qui permet, avec une lecture tout à fait moderne, de le feuilleter en le grappillant.